Mes amis, bonjour. Je consacre aujourd'hui une capsule à la question du syndicalisme. Alors, cette capsule va en réalité poser des questions de fond et va ouvrir une longue saison de vidéos ingrates, si j'ose dire, qui feront peu d'audience, mais ça me va très bien, sur la question de la démocratie sociale, même si j'aime pas cette expression. Et je vais essayer d'expliquer en complément de ce livre qui traite beaucoup déjà de ces sujets, de mon traité sur le monde d'après, édition Culture et Racines. Je vais parler de la question du travail, des salaires, de l'entreprise, des relations sociales dans un monde libertarien et dans un projet libertarien. Et c'est un sujet complexe. Je sais que souvent c'est mal compris. Je vais essayer de dire deux mots de pourquoi c'est mal compris en introduction. Mais c'est un sujet qui suppose qu'on y revienne très souvent, qu'on réponde aux questions lorsqu'elles sont bienveillantes, constructives. Donc posez-les en commentaire. Je vais aussi dire trois mots des commentaires. Et ça suppose qu'on reformate les choses. Alors, pourquoi d'abord on a ce problème de sujet, la question des salaires, tout le monde en parle. On n'est pas assez payé. J'entends régulièrement des gens dire oh, le travail c'est un esclavage, les patrons ne nous payent pas assez, blablabla. Et en même temps, personne ne parle de ces sujets de fond. Tout le monde trouve qu'il est mal payé, mais personne ne prend le temps d'en parler. C'est la problématique contemporaine qui est double. C'est d'abord que nous sommes dans un monde qui est en train de changer de façon très accélérée, et ceux qui avaient pris leur repère dans l'ancien monde, et qui ne sont pas forcément des grands téméraires de l'innovation, sont régulièrement perdus par les changements de paradigme et par les crises successives, les chaos successifs qui nous arrivent et qui nous déboussolent. Donc il y avait un monde d'avant Covid, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a la guerre à Gaza, il y a la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a Trump, et chaque fois, face au changement rapide du monde, à ce que Marx appelait l'infrastructure qui change, les technologies numériques qui arrivent, qui permettent d'organiser la société autrement, des innovations dans tous les sens, bien face à ça, la superstructure, comme disait Marx, c'est-à-dire ce qui gouverne la société, est en permanence en train d'essayer de rattraper le temps perdu, et les repères tombent et on ne sait plus où on en est, ce qui fait que beaucoup de gens se disent je comprends plus ce qui se passe. Voilà, avant être de droite ça voulait dire ça, être de gauche ça voulait dire ça, maintenant ça n'a plus le même sens, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, donc il est assez normal que très souvent des gens se disent je comprends plus et je cherche plus à comprendre, c'est trop compliqué pour moi. Et qui plus est, il y a chez beaucoup d'humains, on va dire chez les trois quarts des humains, la peur du changement, hein, la peur de l'incertitude, l'angoisse de ne pas savoir ce qu'on va devenir, et donc beaucoup de gens se crispent aujourd'hui, s'arc-boutent sur des préjugés faciles, sur des slogans, d'où le succès de la technique McKinsey de financer un certain nombre de pseudo-résistants, pseudo-dissidents, pseudo-analystes, qui sont en réalité des chevaux de Troie du système, et on finance, vas-y que je te finance leur chaîne YouTube, que je te finance leurs médias, etc. Et généralement ces médias ont une obsession, c'est de vous dire que le problème de la société française, c'est pas un problème rationnel, c'est un problème de pédosatanisme. Voilà. Et donc si vous voulez savoir qui est macroniste aujourd'hui, qui est un pion de Macron déguisé, et d'ailleurs chercher à savoir de quoi ils vivent ces gens-là, eh bien vous regardez ceux qui vous parlent régulièrement de pédosatanisme et vous avez à peu près la liste de ceux qui sont là pour vous dire ne vous occupez de rien, fermez les yeux, le problème c'est Satan. Voilà. Donc sur cette chaîne on ne fait pas ça, sur cette chaîne on part du principe qu'il reste un certain nombre d'esprits capables de penser le monde rationnellement et capables de se dire qu'est-ce qu'on fera demain en dehors des grandes peurs qui nous agitent, de nos grandes angoisses. Et je le redis, si vous êtes obsédé par le pédosatanisme, c'est probablement parce que vous avez besoin de vous rassurer, ou besoin de vous faire peur, puis de vous rassurer. C'est humain, mais la société ne se construit pas avec vous. La société de demain se construira sans vous, si vous restez dominé par vos peurs, et si vous n'êtes pas capable de vous dire à un moment donné, bon, j'ai peur, mais il n'y a pas que ma peur dans la vie, il y a aussi comment je fais pour construire la société de demain. Et donc cette chaîne ne cherche pas à avoir 300 000 abonnés, 500 000 abonnés, 800 000 abonnés
obsédée par le pédosatanisme. Cette chaîne, elle cherche à rassembler des gens qui réfléchissent posément et rationnellement dans la durée. On peut évoquer les peurs parfois, mais notre sujet, c'est de nous dire demain comment on construira une société libre et non dominée, non verticale, comme celle que nous vivons sous Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc je le redis, si votre propos c'est le pédosatanisme, c'est votre droit, ne venez pas sur cette chaîne, et j'élimine par avance vos commentaires, surtout qu'ils sont souvent très haineux, et donc on n'est pas là pour ça, et vous ne nous intéressez pas, vous n'intéressez pas cette chaîne, allez sur des chaînes qui adorent remuer la merde. Nous on essaye de dégager une pensée à long terme sur la base d'un projet libertarien. Et c'est pour ça que je vais vous parler de syndicalisme. Syndicalisme et libertarisme. Je vais essayer d'abord de redire ce qu'est le libertarisme. Alors là aussi, je ne cherche pas à être un prix Nobel de libertarisme. Je vois plein de gens qui me disent « mais dans la théorie libertarienne, blablabla ». Pour moi, le libertarisme, c'est une pratique. Ce n'est pas une idéologie ni une utopie. Ça doit devenir une réalité. Et donc, pour que une doctrine devienne réelle ou s'applique réellement, il faut savoir l'adapter au réel. Et aujourd'hui, je vais ouvrir un cycle où je vais tenter d'adapter le monde d'après, la théorie du monde d'après, aux questions sociales réelles, en soulignant l'importance d'un système de représentation syndicale forte dans nos entreprises. Alors pour ceux qui vont découvrir ce qu'est le libertarisme et qui en même temps vont découvrir que des libertariens, d'horribles individualistes, s'intéresse à la question syndicale, j'explique très rapidement quel est notre projet. C'est que dans le projet libertarien, l'idée est qu'effectivement la société est un lieu de conflit, c'est-à-dire un lieu où des volontés s'affrontent. C'est la fable des abeilles de Mandeville. Chacun a ses intérêts propres, chacun cherche son chat, comme disait un film, dans la société, et c'est la confrontation entre ces recherches qui fait le progrès collectif. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pense pas qu'il faille de la violence tous les jours pour faire la société. Simplement, on pense que certains veulent s'enrichir, d'autres pas. Certains ont des aspirations qui sont contraires à celles d'autres. Certains sont en harmonie avec d'autres. Ce qu'on pense, c'est que la société doit organiser spontanément son fonctionnement pour que l'enchevêtrement de ces volontés, parfois conflictuelles, fasse profit à tout le monde. Donc, certains ont envie d'être commerçants, d'autres fonctionnaires, et c'est très bien comme ça. Et le drame serait que nous soyons tous réduits à un seul modèle, traité de façon uniforme par des institutions qui nous dominent. Nous, ce qu'on veut, c'est que la société s'organise librement et que les plus diplômés, les plus riches n'aient pas tous les droits, et que les plus élus n'aient pas tous les droits sur notre vie quotidienne, et que nous puissions vivre en dehors des décisions prises à Matignon, à l'Élysée, dans la caserne de gendarmerie ou dans le CAC 40. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre entre nous, et donc que l'élite n'ait pas tous les droits et que l'élite n'organise pas l'ensemble de notre vie quotidienne. Ça, c'est le projet libertarien. J'en profite pour dire donc que nous ne sommes effectivement pas dans une démarche augustinienne, à la Saint-Augustin, qui dirait que l'homme est mauvais par nature et doit être racheté par la foi. Nous ne sommes pas non plus dans une vision rousseauiste où l'homme est naturellement bon et corrompu par la civilisation. Nous sommes dans une vision réaliste, pragmatique. Et il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Puis il y a des gens bien à certains moments de leur vie ou sur certains aspects de leur vie, mauvais sur d'autres aspects de leur vie. Et il y a des gens mauvais sur un certain nombre d'aspects de leur vie qui sont en même temps producteurs de bienfaits pour la société. Et au fond, la morale n'est pas un enjeu. Ce qui compte, c'est la prospérité collective. Et la prospérité collective, parfois, je vais le dire pour l'illustrer, elle se nourrit de fumier. Voilà. Elle ne pousse pas que sur un lit de rose. Et parfois, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, pardon, mais qui font beaucoup plus progresser la société que des gens bien ou prétendus bien,
qui en réalité ne font rien pour elles. Voilà, je vais prendre un exemple simple qui d'ailleurs me consterne. L'abbé Pierre, qu'on a accusé d'être un harceleur sexuel, pour aller vite, il a quand même monté un sacré truc, même si moi, c'est pas ma paroisse, c'est pas mon monde. Il faut reconnaître que ce gars qui adorait peloter les nichons des filles, il a quand même fait un certain nombre de choses, il a réussi un certain nombre de choses pour le bien collectif que des gens très bien qui ne pelotent pas les nichons des nénettes n'auraient jamais fait. Alors qu'est-ce qu'on préfère? Une société avec des mecs qui pelotent les nichons des filles, mais qui bâtissent, qui redonnent un espoir à des milliers de gens, ou est-ce qu'on préfère des gens cul serré, irréprochables, complètement aseptisés, mais qui ont tellement peur de tout qu'ils n'osent aucune aventure et qu'ils ne font rien pour leur prochain? Je rappelle, livre 3 de la République de Platon, c'est ce que Socrate répond à Glaucon lorsqu'on discute de qu'est-ce qu'être un homme de bien, et Glaucon dit « je suis un homme de bien, je n'ai fait de mal à personne ». Et réponse de Socrate, ce n'est pas parce que tu ne fais pas de mal aux autres que tu leur fais du bien, et en réalité être un homme de bien, ce n'est pas se contenter de ne pas faire le mal. Beaucoup de moralistes devraient s'en souvenir. Donc voilà, notre vision de la société, notre vision libertarienne, c'est une vision socratique d'une certaine façon. C'est-à-dire que la société, elle va prospérer avec les gens tels qu'ils sont, sans rêver d'un homme nouveau. Et les hommes tels qu'ils sont, ils ont des qualités et des défauts, et on va arrêter de nous expliquer qu'on ne veut parler que des saintes gens qui ne font de mal à personne. On le redit, ne faire de mal à personne, ça ne veut pas dire faire du bien. Voilà, ça c'est notre projet global. Alors pourquoi les libertariens qui ont cette vision au fond réaliste, pragmatique de la société, disent il faut un syndicalisme fort? C'est là que dans notre société, et donc une représentation structurée des salariés. Alors, je ne vais pas aujourd'hui développer la totalité de ce sujet. En revanche, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, on va y revenir plusieurs fois. Je voudrais poser le cadre global. C'est d'abord dire qu'effectivement, ce sujet est globalement dans l'angle mort des théories libertariennes, parce que beaucoup de libertariens sont en fait des idéologues, des bourgeois en chambre qui font comme un certain nombre de gens au Front populaire, comme des gens chez les filles, c'est des bourgeois qui jouent aux amis du prolétariat. Il y a des libertariens qui sont des bourgeois totalement conventionnels, qui s'imaginent, qui se la racontent en posant des théories révolutionnaires et qui n'ont pas du tout l'intention de les mettre en pratique, en expliquant on veut rester dans la pureté idéologique et donc on ne met pas les mains dans le cambouis. Moi, je pense qu'ils ont le droit de le faire, c'est pas ça qui fera avancer le schmilblick. Ce qui va faire avancer le schmilblick, c'est de se dire concrètement comment aujourd'hui on construit un capitalisme spontané, une société d'ordre spontané, dans un monde économique complexe et avec les réalités qui sont celles de notre monde aujourd'hui et pas celles lues dans tel livre et publié aux États-Unis en 1965. Voilà. On a un problème particulier en France, c'est que l'affaiblissement du syndicalisme, que beaucoup de gens de droite ont souhaité d'ailleurs, que beaucoup de prétendus libéraux ont souhaité, l'affaiblissement de ce syndicalisme, pas tous, je tiens à le préciser, mais l'affaiblissement du syndicalisme, il pose un problème pour la survie même du capitalisme, pour la survie même du marché. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors en France, c'est particulièrement vrai, mais si ça vous intéresse, j'ai déjà fait des capsules sur le syndicalisme, je peux en refaire, poser vos questions. Mais en France, c'est particulièrement vrai que d'abord il y a une aversion historique au fait syndical, qui n'est pas nouvelle. On rappelle que le décret d'Allard, la loi Le Chapelier, qui ont été adoptés au tournant de la Révolution, en 1790 de mémoire, 90-92, ont interdit les corporations d'Ancien Régime et interdit toute forme d'association d'ouvriers pour aller vite. Et ça a, pendant un siècle, plombé la construction syndicale en France. On va rappeler que jusqu'en 1864, de mémoire, appartenir à un syndicat était une cause d'emprisonnement en France, notamment sous le Second Empire. Je sais que rétrospectivement, il y a plein de gens, comme Philippe Séguin, en son temps, qui avait dit le Second Empire c'est vachement bien. Dans la réalité, il n'y avait pas que du bien, et notamment le fait syndical était persécuté. Et on vivait cette situation tout à fait étrange, où les patrons avaient le droit de se syndiquer en France, donc dans les années 1860,
Ils se sont syndiqués notamment dans l'industrie avec ce qu'on a appelé le comité des forges, qui organisait la production, qui cartélisait le marché, et qui a donné naissance à l'UIMM, l'Union des industries métalliques et minières, qui existe encore aujourd'hui, et qui est restée très puissante au XXe siècle. Et donc, les patrons avaient le droit de se syndiquer, mais les salariés n'avaient pas le droit de se syndiquer. Et donc, pour un libertarien, c'est compliqué d'expliquer que la liberté existe pour tout le monde, sauf pour les ouvriers. Et le syndicalisme, la société, le capitalisme d'ordre spontané ne peut pas fonctionner comme ça. En grande partie, pourquoi? Parce que à l'époque du comité des forges, on va revenir en arrière, au tournant des années 1870, à l'époque où le syndicalisme en France était persécuté, et n'oublions pas que si la République s'est installée en 1870, ce n'est pas à cause du syndicalisme ou pour faire du syndicalisme, mais c'était dans un contexte où la société était étranglée par une caste qui dominait l'organisation sociale et qui étouffait un certain nombre de forces qui avaient besoin de s'exprimer, dont le fait syndical. Et la Troisième République va légaliser le syndicalisme, et le Second Empire, Napoléon III, se serait adapté à la réalité au lieu de s'arc-bouter sur des préjugés. Il n'y aurait probablement pas eu de Troisième République, mais il y en a eu. Parce que, à un moment donné, la caste en France n'aime pas évoluer spontanément, elle a besoin de conflits pour évoluer. Et donc, au tournant des années 1870, le comité des forges avait deux certitudes. C'était qu'il fallait organiser la production, il ne fallait pas se concurrencer, il fallait notamment ne pas se concurrencer sur les salaires, et donc la métallurgie décidait globalement du niveau de salaire applicable à toutes les entreprises. Je le dis parce qu'aujourd'hui, cette idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de concurrence sur les salaires, elle est très largement reprise par la France insoumise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée qu'on ne doit pas se concurrencer sur les salaires, c'est une idée patronale. Et lorsque je vois de prétendus gens de gauche la reprendre à leur compte, je me dis, bah tiens, en fait, la domination, elle franchit les siècles. À une époque, la domination, elle était celle des patrons, et elle est devenue celle aujourd'hui d'une caste politique. Il faut comprendre cette mutation, et c'est pourquoi je vais vous parler de syndicalisme. Alors d'abord, je vais vous expliquer pourquoi à l'époque les patrons ne voulaient pas se concurrencer sur les salaires. C'est qu'ils ne voulaient pas se concurrencer sur les salaires à la baisse ni à la hausse. Alors, pour des raisons qui étaient, j'allais dire, des raisons de catholiques de gauche, mais vous m'en voudrez pas, c'est une figure, ne m'expliquez pas que je fais appel au diable. Pourquoi les patrons, moi j'ai entendu des gens de l'UIMM expliquer pourquoi ils ne voulaient pas de concurrence sur les salaires entre entreprises industrielles. C'est que d'abord, effectivement, ils n'avaient pas intérêt à se faire une concurrence à la hausse pour éviter d'être débordés par des revendications salariales. Et ils ne voulaient pas se faire de concurrence à la baisse parce qu'ils avaient peur de révolution sociale. Et donc d'instabilité qui aurait perturbé l'activité des entreprises. C'est ce que j'ai entendu, c'est pour la cohésion sociale, il faut un niveau de salaire satisfaisant. Le niveau de salaire satisfaisant, c'est juste ce qui permet de garder les salariés dans l'entreprise. Et donc cette idée-là, elle a beaucoup guidé le monde industriel en France, le patronat industriel. Il faut relire les récits ou écouter les récits, les témoignages au moment de mai 68. Il y a eu de grandes... Vous savez qu'en mai 68, il y a eu les étudiants qui ont foutu les Sprouts, mais le régime a tremblé lorsque ce sont les salariés qui se sont mis en grève et qui ont arrêté le travail. Et c'est à ce moment-là que le régime a bougé et que notamment Pompidou a dit bon, on va faire ce qu'on appelle des accords de Matignon, du coup maintenant des accords de Grenelle, et du coup maintenant on a cette théorie du Grenelle, alors le Grenelle de la santé, le Grenelle de ceci, le Grenelle de cela. On fait des accords de Grenelle qui donc rassemblent syndicats de salariés et syndicats de patrons, et le gouvernement qui est autour de la table. Et Georges Pompidou propose une hausse timorée des salaires bien inférieure à ce que demande la CGT, et Pompidou découvre
que le MEDEF de l'époque, le CNPF, s'est mis d'accord avec la CGT dans son dos pour une hausse de salaire beaucoup plus importante que la hausse proposée par le gouvernement. Et ça, c'est d'abord, ça démontre les bienfaits du syndicalisme pour les salariés, et deux, ça démontre qu'au fond, cette doctrine selon laquelle le salaire doit être discuté au niveau national, c'est au moins autant une doctrine patronale qu'une doctrine salariale. Et que le patronat français a toujours défendu cette idée qu'au fond, le salaire ne devait pas être un espace de concurrence entre des entreprises. Et qu'il fallait donc être capable de fixer des salaires, ou au moins des niveaux minimums de salaire pour les entreprises, qu'on ne puisse pas descendre au-dessous. Alors il faut comprendre pourquoi, par ailleurs, les patrons ne veulent pas qu'il y ait une concurrence des salaires vers le bas. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je la réexplique. C'est une raison de protection à l'entrée sur les marchés. C'est que s'il n'y a pas de salaire minimum, au fond, eh bien, on laisse chaque employeur faire son marché, si j'ose dire, et faire sa vente auprès des salariés. Et ça peut se traduire par parfois, je vais prendre un exemple, une entreprise qui dit, ben moi je te verse un fixe très faible, 500 €, mais je te verse 1000 € de prime si tu atteins telle ou telle quantité. Majoritairement, le grand capital ne veut pas de cette situation. Pour quelle raison? Parce que une concurrence sur les salaires à la baisse permet aux entreprises, aux nouvelles entreprises, qui ont peu de trésorerie et donc qui sont peu capitalisées, d'entrer sur un marché et d'y prendre leur place pour y concurrencer les entreprises installées. Et donc un salaire minimum, ça avantage mécaniquement les entreprises matures, les entreprises capitalisées, et ça évite aux entreprises capitalisées de devoir affronter la concurrence de nouveaux ou de petits. Mécaniquement, ce qu'on appelle les hauts standards sociaux sont donc inventés pour empêcher la concurrence d'arriver sur les marchés. Cette situation s'explique, en tout cas explique le fait que en fait, certaines branches professionnelles tardent à remonter les salaires minimums au niveau de l'inflation. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a des salaires minimums par branche et que certains salaires minimums par branche sont inférieurs au SMIC. Et ça s'explique par le fait que ces branches sont souvent constituées de petites entreprises avec de petits entrepreneurs qui se lancent. Les grandes branches financiarisées, si j'ose dire, ont des salaires minimums plus élevés que le SMIC pour éviter l'arrivée de nouveaux petits. Et donc, les hauts standards sociaux, ils sont inventés pour javeliser les nouveaux entrants et javeliser les petites entreprises, ce qui fait partie des objectifs des mondialistes aujourd'hui. Rappelons-le. Dans ce contexte complexe, pourquoi nous avons besoin d'un syndicalisme fort? Et notamment, si on admet l'hypothèse qui est la mienne, à savoir qu'il faut que chacun puisse créer son entreprise pour vivre de son propre travail, il faut que chacun puisse prospérer le plus facilement possible, c'est-à-dire en étant le moins étouffé possible par des règles protectionnistes qui protègent les gros installés et qui protègent ces gros contre les petits qui arrivent. Pourquoi on a besoin d'un syndicalisme? C'est que précisément aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de syndicalisme, et ça a été, je l'ai expliqué, le choix en France depuis 2 siècles, les patrons ont toujours trouvé normal qu'il y ait un syndicalisme patronal plutôt structuré, et ils ont toujours combattu le syndicalisme salarial, particulièrement le syndicalisme de la CGT, qui était peu contrôlé par le patronat. On y reviendra, si ça vous intéresse, on pourra parler des contrôles sur la CGT qui se sont organisés avec le temps. Et donc, dans la vision française, il était normal qu'au fond, il n'y ait pas de syndicat et que l'interlocuteur naturel du patron, ce soit l'État. Et qu'au fond, le droit conventionnel soit le moins négocié possible et qu'il soit le plus possible discuté avec l'État. Et au fond avec le Parlement qui a écrit le Code du travail. Ça, c'est une constante de notre histoire. Et ça explique aujourd'hui le rôle essentiel de l'État dans ce qu'on appelle la démocratie sociale.
Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie que, historiquement, les patrons ont en France privilégié un modèle, mais je le redis, c'est historiquement, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, depuis la loi Le Chapelier, depuis le décret d'Allard, c'est-à-dire même depuis la Révolution française, la vision française, y compris la vision patronale française, a essentiellement consisté à dire on veut être maître de nos entreprises, donc sans section syndicale à l'intérieur de l'entreprise. Et s'il y a des lois à passer parce qu'on comprend bien que la concurrence ne peut pas être acharnée sur les salaires pour les raisons que j'ai dites, très souvent les entreprises installées ont besoin de tuer les nouveaux entrants sur un marché en protégeant les salaires, c'est ce qu'on appelle défendre la cohésion sociale, donc ça évite d'avoir trop de concurrents. Eh bien, historiquement, le patronat français a dit, nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un interlocuteur qui s'appelle l'État, qui fixe les règles minimales, et puis pour le reste, on négocie éventuellement au niveau des branches, mais au sein de l'entreprise, on n'aime pas trop ça, et spécialement au sein des petites et moyennes entreprises, ou des entreprises de taille intermédiaire, mais y compris dans un certain nombre de grandes entreprises. On en reparlera. La stratégie patronale, je prends l'exemple de la SNCF, consiste quand même à créer des sections syndicales qu'on achète et qui, d'une façon ou d'une autre, sont dociles et qui ne représentent pas réellement les salariés. Et ça, c'est une logique de fond des patrons français qui ont toujours considéré que, au fond, le vrai garant des droits sociaux, c'était l'État. Et que, une fois que des droits minimums étaient mis en place, eh bien, on laissait l'entreprise se débrouiller et éventuellement, on créait des sections syndicales factices pour nourrir tout ça. On parlera, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, De Gaulle et la présomption irréfragable de représentativité, qui a tué le syndicalisme en France. On pourra y revenir si ça vous intéresse, posez-moi ces questions. Donc, on a aujourd'hui un paradigme en France qui est fondamental, qui est que, y compris dans le monde patronal, on considère que l'État est un partenaire plus fiable que la section syndicale locale. Et historiquement, le patronat français s'est battu pour avoir une cogestion étatique de la démocratie sociale, pour aller vite, cette expression est récente, mais pour avoir une gestion étatique de ce qu'on appelle les relations professionnelles, les relations industrielles dans les pays anglo-saxons. Et ça, c'est un point faible aujourd'hui, et d'une certaine façon, il y a une connivence entre le patronat, ce qu'on appelle le gaullisme social, les Xavier Bertrand et autres, et la France insoumise et le Parti socialiste pour dire, mais au fond, le droit des salariés, il ne doit pas se discuter dans l'entreprise, il doit se discuter au Parlement avec des lois qui protègent, qui augmentent les protections, qui augmentent les droits, qui augmentent le blabla. Vous connaissez tout ce blabla. Et il y a aujourd'hui un consensus que je réprouve pour dire qu'au fond, aujourd'hui, l'essentiel des droits des salariés, ce n'est plus la lutte des classes, ce n'est plus la question des moyens de production, c'est le woke, c'est le sociétal, ce qu'on appelle les nouveaux droits, le droit intersectionnel, l'égalité homme-femme au sein de l'entreprise. Je ne dis pas que l'égalité homme-femme n'est pas un sujet important. Je dis juste que c'est pour moi un sujet secondaire par rapport à la question de la détention des moyens de production et du partage de la valeur. Mais on va vous expliquer que le problème c'est l'égalité homme-femme, la discrimination à l'embauche, les questions de société, le congé menstruel, le congé paternel. Et encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne suis pas un adversaire du congé paternel, mais du congé de paternité. Simplement, il y a un accord aujourd'hui collectif qui se fait dans le dos des salariés pour dire qu'au fond, les vrais sujets dans l'entreprise, c'est des sujets de ce type et que la question du salaire, la question du partage de la valeur n'est pas un sujet qu'on peut traiter collectivement. Et donc on le laisse au patron. Et ça, c'est le fait même de l'affaiblissement syndical et c'est le fait même de l'intervention systématique de l'État dans les rapports interprofessionnels, dans les relations sociales. C'est qu'au fond, l'État
est un instrument d'une paix sociale qui se fait sur le dos des salariés et qui évite de poser la question fondamentale du travail, à savoir la question de sa rémunération. Et je sais que là j'ai perdu plein de gens qui me disent mais de quoi ils nous parlent, mais comment vous pouvez voir les choses pareilles, et certains vont être ulcérés que je heurte leur biais de confirmation, mais je voudrais le redire. Il y a un capitalisme de connivence en France que moi je souhaite combattre parce qu'il est un obstacle à l'émergence d'un monde nouveau. Le capitalisme de connivence, c'est quoi? C'est cette relation d'intérêt entre les patrons et les dirigeants de la société, ce que j'appelle la caste, qui utilise l'État pour défendre un ordre social que la caste domine et qui profite à la caste, et dont les salariés ordinaires sont les grandes victimes. Et je pense qu'on ne peut sortir de ce capitalisme de connivence que par un certain nombre de mouvements brutaux. Quand je dis brutaux, je ne parle pas de couper des têtes, je ne suis pas pour la violence physique, mais je pense qu'il y a des réformes de fond qui doivent être opérées. J'en propose régulièrement un certain nombre. Si ça vous intéresse, je ferai un numéro sur ce sujet. Mais je pense qu'on ne peut faire évoluer le capitalisme de connivence qu'en pratiquant un certain nombre d'évolutions fondamentales. Et dans ces évolutions, je pense qu'il faut interdire à l'État de se mêler des relations sociales, des relations industrielles. Il faut, de ce point de vue, appliquer la même doctrine qu'en Allemagne. En Allemagne, et ce système a fait la démonstration de son efficacité. Et d'ailleurs, l'Allemagne perd des plumes, si j'ose dire, depuis que l'État intervient dans la production, notamment en interdisant le gaz russe, le machin, le truc, le protectionnisme, les voitures électriques. Alors, l'industrie allemande est torpillée par les normes imposées par le gouvernement. Mais tant que le gouvernement ne se mêlait pas de cette affaire, les salariés allemands étaient beaucoup mieux payés que les salariés français, parce que l'État n'avait pas le droit d'intervenir dans une grève. Et que, selon un certain nombre de règles, qu'on pourra détailler dans une autre capsule, le patronat allemand est obligé de signer un accord avec les salariés allemands, sans intervention de l'État. Et que cette règle-là a montré son efficacité, c'est-à-dire que si l'on admet l'hypothèse qu'un capitalisme spontané et non connivent est un lieu d'affrontement, d'antagonisme, de contradiction, eh bien, si on dit aux gens, vous êtes sur le ring et vous devez vous débrouiller pour régler ces contradictions, ça marche beaucoup mieux que si on dit, c'est l'arbitre qui va choisir le gagnant. Et en France, le patronat est parvenu à convaincre tout le monde qu'il fallait un arbitre qui était l'État, mais c'est une vieille histoire d'ancien régime qui a traversé la Révolution. Et on a fabriqué en France de toutes pièces un syndicalisme dit réformiste qui propage cette idée. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur comment on a organisé ça. Mais de ce point de vue, et quand je lis les propos des dirigeants de la CFDT aujourd'hui, je vois combien la CFDT est aujourd'hui la force de gauche qui donne une caution morale à l'idée que le capitalisme fonctionne mieux avec une intervention sociale de l'État que sans. Alors que les faits, il suffit de regarder l'Allemagne, prouvent le contraire. Mais en France, on sait raconter cette histoire, on la nourrit, on nourrit ce narratif et on le propage pour être sûr qu'il n'y ait pas de syndicalisme fort ou alors un syndicalisme qui est contrôlé par l'État, notamment par l'intermédiaire du financement. Ce ne sont pas des sujets simples et sur ces questions, moi je ne prends pas de position simpliste. Ce que je dis juste, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique pour résoudre cette question. Simplement, nous avons un enjeu aujourd'hui, c'est de construire une démocratie sociale sans intervention de l'État, parce que l'histoire montre que lorsque l'État n'intervient pas dans les négociations entre patronat et salariat, eh bien les salariés y gagnent et ils obtiennent par l'effet de leur violence, non pas physique, je dis par la confrontation, par l'antagonisme, ils obtiennent de meilleures conditions salariales que lorsque l'État arbitre. Je martèle, je reprends dans cet exemple, je reprends mon exemple des accords de mai 68, enfin de juin 68, où la CGT obtient beaucoup plus que du patronat, par la négociation directe avec le patronat,
par la grève, elle obtient beaucoup plus que ce qu'elle aurait obtenu avec le gouvernement. Et je reprends cet exemple, les salariés allemands obtiennent beaucoup plus dans leur huis clos avec leur patron et que les salariés français avec des interventions systématiques de l'État pour faire pression sur les salariés. Je vais prendre un exemple personnel pour montrer comment la pression de l'État se fait au jour le jour en France. Moi je me souviens que lorsque j'ai fait l'ENA, pendant mon stage, j'ai eu glorieusement le droit d'être sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe pendant quelques jours. Et donc en tant que sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe, qui est dans le nord, hein, je vois débarquer une délégation syndicale en fanfare qui avait manifesté dans les rues d'Avesnes, et qui est venu me dire « Monsieur le sous-préfet, si nous n'obtenons pas d'augmentation de salaire, nous bloquons la ville » ou je ne sais pas quoi. Voilà. En l'espèce, c'était une société de transport de voyageurs, donc une société d'autocars. Et en fait, les salariés venaient me demander d'arbitrer parce qu'ils avaient face à eux un patron buté qui refusait de négocier. Et effectivement, j'ai joué le rôle de l'État, c'est-à-dire que j'ai baisé les salariés, si vous me permettez de le dire comme ça, et ça m'a navré. Et j'ai joué le rôle qu'on me demandait de jouer. Moi, je suis contre le rôle de l'État et le rôle que j'ai joué, que j'ai dû jouer à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les salariés m'ont dit arbitrer. On a notamment des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. On n'a aucune augmentation de salaire depuis 10 ans. Les salaires sont bloqués, blablabla. Donc, moi, je comprenais ça. Il y avait des gens de 50 ans qui faisaient 45 heures de route par semaine et qui avaient des salaires de misère, ce qui était un scandale, et qui faisaient des heures sup non payées, ce qui mettait en danger la sécurité des voyageurs. Donc je me souviens d'avoir appelé le patron et de lui avoir dit « payez les heures sup, voilà. Pour le reste, vous vous débrouillez sur votre négociation salariale ». Et les salariés, en échange du paiement des heures sup, ont repris le travail dans la journée. Bien entendu qu'ils auraient dû négocier une augmentation de salaire. Je ne serais pas intervenu, ils l'auraient obtenu. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on a des syndicats, des salariés syndiqués. En l'espèce, je crois que le syndicat, c'est la CGT, mais des CGT, il en est de multiples formes. On a des salariés syndiqués en France qui ont reçu la doctrine très chrétienne de l'unité c'est Dieu, la division c'est le diable, et donc combattre le patronat pour avoir un salaire, c'est diabolique, c'est satanique, et si vous voulez tremper, eh bien il faut accepter tout. Voilà. C'est l'unité. Or, il faut le redire, l'affrontement, le conflit sont des valeurs indispensables pour améliorer le sort de chacun. Et la société humaine ne fonctionne que par le conflit, et certainement pas par l'unité. Et la concorde, c'est la mort des droits sociaux, il faut le dire. Le conflit est inhérent à l'être humain lui-même, et nous avons besoin en permanence de conflits pour avancer, pour progresser, pour nous redresser. C'est le fondement de la pensée marxiste. Et je suis étonné de voir que la gauche l'ait complètement abandonnée aujourd'hui. Et donc, si nous voulons un syndicalisme qui marche, si nous voulons une société qui fonctionne et qui profite aux salariés, si nous voulons, au fond, en même temps créer les conditions d'arriver de nouveau sur le marché et donc créer les conditions d'une véritable concurrence, nous avons besoin d'abandonner l'intervention de l'État dans les rapports sociaux. Et nous avons besoin d'organiser la société sur une base contractuelle, c'est-à-dire une relation directe à l'allemande dans le domaine social, en tout cas à l'allemande jusqu'au début des années 2000, à l'allemande, c'est-à-dire des relations contractuelles entre patrons et salariés. Non pas que ça n'existe pas aujourd'hui, et je ferai une vidéo sur la question de la représentativité syndicale. Cette conflictualité existe aujourd'hui, mais elle est très fortement atténuée et marginalisée par l'intervention de l'État et dans le cadre du capitalisme de connivence. Cette intervention de l'État se fait systématiquement au bénéfice des patrons et crée de la frustration au bénéfice des grands patrons capitalisés proches du pouvoir qui effectivement vivent de rentes apportées par l'État et qui au fond ont trouvé un terrain d'entente avec notamment les dirigeants de gauche pour dire des standards sociaux élevés,
c'est frustrant pour tout le monde, ça désespère l'égalité des chances, mais ça garantit la paix sociale et ça garantit le parasitisme de la caste qui se dit tant que les gens sont calmes, nous pouvons faire ce que nous voulons. Et donc c'est ce capitalisme de connivence-là qu'il faut vaincre et qu'il faut dépasser. Et le pari que je fais, c'est que ce capitalisme de connivence, on a besoin de créer un syndicalisme indépendant et structuré pour le faire. Alors c'est quoi un syndicalisme indépendant et structuré? Un syndicalisme structuré, c'est d'abord un syndicalisme représentatif. C'est-à-dire qu'il faut que les organisations syndicales vivent de leurs cotisations. Ils vivent de leurs adhérents. Après, on peut imaginer des avantages fiscaux pour ceux qui font le choix d'adhérer à un syndicat. Donc on peut, et ça existe aujourd'hui, déduire ces cotisations syndicales de son salaire pour ne pas payer d'impôts dessus. Mais il est indispensable que les organisations syndicales mobilisent et qu'elles s'appuient sur des adhérents réels et motivés. Il faut que, pour y arriver, je vais en parler tout au long de ce semestre, il faut que les organisations syndicales investissent massivement dans la conscientisation du prolétariat, dans la conscientisation des salariés, dans leur formation. Et aujourd'hui, ce qu'on constate partout, me dit-on, c'est que les droits sociaux en France sont devenus tellement compliqués, tellement déresponsabilisants pour les salariés, puisque ces droits sociaux sont donnés par l'Assemblée nationale et non par le dialogue social, bien que plus aucun salarié, y compris chez les syndicalistes, ne comprend les droits sociaux. Et donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut inverser cette tendance qu'en ayant un syndicalisme formé avec des salariés qui comprennent les enjeux. Et je pense que plus le droit est écrit au Parlement, moins il est écrit dans les accords collectifs, eh bien, à un moment donné, moins les salariés s'y intéressent, moins ils comprennent et moins ils sont capables de défendre leurs droits. Et donc, c'est la déresponsabilisation, l'avachissement des salariés, c'est l'intervention de l'État qui, au fond, dessaisit le salarié de la responsabilité de négocier lui-même sa situation avec le patron dans un rapport de force. Donc je le redis, il ne s'agit pas de prendre des baramines et d'aller tout casser. Il s'agit simplement d'être capable de structurer un mouvement collectif au sein de l'entreprise pour faire partie d'un projet collectif conduit par les propriétaires de l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas ça en France. On a dessaisi les salariés de cette responsabilité, de cette mainmise sur leur propre destin. Ça les avachit, c'est-à-dire qu'ils profitent sans comprendre. Et au fond, durablement, ça dévitalise nos entreprises. Et ça fait le jeu, ça fait le jeu des entreprises moribondes, si vous voulez. En tout cas, ça nécrose les entreprises. Ce sont les moins dynamiques qui profitent le plus du système et les nouveaux entrants sont écartés à cause de cette logique de standards sociaux élevés accordés par l'État sans que les salariés ne le négocient. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, on a besoin d'inverser cette tendance, notamment en réexpliquant et aux salariés et aux représentants syndicaux comment fonctionne la machine et comment on construit un rapport de force. C'est la condition indispensable pour se passer de l'État parce que sans cela, il ne peut pas y avoir d'égalité satisfaisante entre un monde patronal qui est syndiqué et un monde salarié qui ne le serait pas. Là où il y a des syndicats de patrons, il faut qu'il y ait des syndicats de salariés, ou alors on interdit aussi les syndicats de patrons, ou on les dévitalise aussi. C'est un peu le cas aujourd'hui. Mais on voit bien que pour que le système puisse fonctionner sans produire régulièrement des troubles à l'ordre public, on a besoin d'une régulation, le mot est lâché, mais cette régulation ne doit pas venir de l'État, elle doit venir d'un rapport interne aux relations industrielles, sans intervention de l'État, sans quoi on zombifie, comme on dit, le tissu économique petit à petit, en imposant des normes que seuls les bénéficiaires du capitalisme de connivence peuvent suivre et appliquer. Mais donc ça signifie que le syndicalisme doit être indépendant, ce qui n'est pas le cas du syndicalisme français aujourd'hui. Il doit être indépendant financièrement de l'État. Et donc, de ce point de vue, il faut instaurer deux règles.
Aujourd'hui, le syndicalisme français est dépendant de l'État, notamment par l'intermédiaire du financement du paritarisme, cette fameuse taxe sur les salaires de 0,0 je ne sais plus combien, qui garantit en moyenne une distribution de 100 millions d'euros aux organisations syndicales représentatives. Alors ce système pose problème. Alors, il a une justification économique, ne caricaturons pas. Ce qui justifie cette indemnisation des syndicats par l'État, grâce à une taxe obligatoire sur les salaires, qui viole le principe de la liberté syndicale. Ce qui justifie le système, c'est le fait qu'on impose un certain nombre de sujétions nationales, administratives aux organisations syndicales, notamment la participation à des organismes paritaires. Je ferai beaucoup de vidéos sur le paritarisme. La participation d'organisations syndicales à des structures qui sont indépendantes au fond du militantisme d'entreprise. Et les syndicats disent, on doit payer des gens, on doit payer des délégués dans ces structures pour les diriger, pour les animer. Et donc il nous faut de l'argent, puisqu'on ne voit pas pourquoi le fraiseur de chez Renault, l'OS de chez Renault, payerait sur son salaire la participation à des organismes qui sont imposés par l'État. C'est une machine bureaucratique qui se met en place, comme ça. Et donc, qui justifie la mise sous tutelle financière des syndicats par l'État. L'État crée des suggestions en disant aux syndicats « on cherche des délégués pour aller dans tel conseil d'administration, Pôle emploi, l'UNEDIC, la CNAV, etc. Et donc, on va vous donner de l'argent pour envoyer des délégués. » Et petit à petit, les syndicats envoient leurs meilleurs délégués dans ces organisations, les syndicats sortent leurs meilleurs délégués des entreprises pour les mettre dans des bidules, et petit à petit, on met le syndicalisme sous tutelle, c'est-à-dire que le gars qui, s'il doit retourner à la base en usine, il va se faire chier, alors que là, au conseil d'administration de la CNAV, il est très heureux. Le gars, il va tout faire pour y rester, et donc il va signer les accords qu'il faut, ou se compromettre comme il faut, jouer le jeu comme il faut, pour ne pas remettre ce système en cause, sinon il va devoir retourner à la base. Et ça, c'est la mort du syndicalisme, c'est de la corruption qui ne dit pas son nom. Et donc il faut lutter contre ça, il faut une indépendance financière, mais vis-à-vis de l'État. Donc il faut interrompre ce pontage financier qui sert à dévitaliser les syndicats, les corrompre. Et ce n'est pas de l'enrichissement personnel au sens propre, on n'est pas en train de dire qu'on détourne de l'argent pour financer des Ferrari pour les syndicalistes. On est en train de dire qu'il y a un système paritaire sur lequel je reviendrai, on se réexpliquera, mais qui est un système qui vise à tuer la conflictualité du syndicalisme et donc à tuer la capacité des salariés à négocier leurs propres droits sociaux. Grâce à cette technique, on décentre le point de gravité du droit social vers le capitalisme de connivence, et ça, c'est mauvais pour notre capitalisme spontané. Mais il y a une deuxième indépendance financière à avoir, effectivement, c'est que une deuxième indépendance syndicale à avoir, c'est que il faut séparer, vis-à-vis de l'État, il faut séparer le syndicalisme, la fonction publique, du syndicalisme privé. Aujourd'hui, l'essentiel des organisations syndicales est verrouillé, piloté par des représentants des fonctionnaires, et les salariés du privé qui sont majoritaires dans ce pays sont minorés dans le circuit même de décision des organisations syndicales. Ce qui fait que le syndicalisme français aujourd'hui est en réalité un syndicalisme d'État, un syndicalisme de fonctionnaires qui décident, sont des fonctionnaires qui décident, qui négocient des droits applicables à des salariés du privé. Et dans les négociations, y compris dans les négociations sur l'assurance chômage par exemple, les syndicats envoient régulièrement des fonctionnaires qui n'y connaissent rien, qui ne sont même pas adhérents aux ACDIC, mais qui négocient les textes applicables aux chômeurs. Et ça, c'est un problème de fond. Donc il est indispensable d'interdire le mélange des genres entre syndicalisme de fonctionnaires et syndicalisme de salariés. Et il faut autonomiser le syndicalisme salarial par rapport au syndicalisme fonctionnarial. Voilà. Et ce syndicalisme salarial, il doit vivre de ses adhérents et non des subventions de l'État. Ce sont les conditions de structure indispensables pour créer un capitalisme spontané qui soit, d'une façon ou d'une autre, dégagé
des techniques d'avachissement des salariés qui à long terme sont nuisibles. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui partout dans les entreprises en France une profonde ignorance et des salariés et des représentants syndicaux vis-à-vis de leurs droits, vis-à-vis du fonctionnement du droit du travail et vis-à-vis de la construction d'un rapport de force. Et donc, si on veut sortir de ce capitalisme d'État, si on veut revenir à une vraie concurrence où les petits ont une chance de percer face au gros capital mondialisé, eh bien, il faut démonter la forteresse qui protège le grand capital mondialisé, le capitalisme de connivence, contre la conflictualité naturelle que les salariés doivent imposer pour reprendre en main leur destin et notamment obtenir les droits qui leur conviennent. Voilà, c'était le cadre général. Je vais consacrer plusieurs vidéos longues au cours du semestre à la déclinaison de ce projet et aux explications nécessaires. N'hésitez surtout pas à poser des questions, y compris si vous êtes syndicaliste et que vous vous dites « mais de quoi il parle ce gars, mais je découvre », eh bien, comprenez que construire un rapport de force, vous ne savez plus forcément comment on fait. Nous, on sait, nous les libertariens, et donc n'hésitez pas à nous demander comment on fait pour créer un rapport de force avec son patron. Moi, je suis patron, mais je vois bien comment on fait, je peux vous le dire. À très bientôt, mes amis.